y a plein de choses que l'on ne fait pas, mais qui en réalité, c'est pas de la procrastination en fait. C'est juste que j'ai pas envie ou ça me plaît pas. Moi, quand je parle de procrastination, en l'occurrence, c'est lorsque tu as envie de faire quelque chose du plus profond de toi-même, c'est important pour toi, ça te tient à cœur, mais tu comprends pas pourquoi et tu n'y arrives pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une raison qui nous est écologique au fait de procrastiner. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre bonne santé. Bon matin à tous. Bon matin, Karima. Bon matin, Philippe. Bon matin à nos auditrices et nos auditeurs. Oui, bon matin, c'est à Karima Chadibaou que je le dis, et à vous tous d'ailleurs. Hein. Comment ça va, Karima ? Ça va très bien. Écoutez, les vacances démarrent bien. Voilà, tout va bien. Il fait beau, c'est agréable. Vous êtes en vacances ? Moi, pas encore. Bon, bah voilà, non, moi, pas encore, mais pour les gens, je me dis dans le... Je me synchronise en fait à l'énergie ambiante. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial, et vous avez des nouveaux bureaux d'un luxe insolent. Oui, j'ai déménagé. Dans un département super chichi maintenant. Oui, on va dire ça comme ça. Allez, je me suis rapprochée en fait du centre, je vais dire ça comme ça. Donc à Gennevilliers, donc j'ai déménagé, je suis plus à Saint-Ouen dans le 93, je suis passée dans le 92 à Gennevilliers, donc au centre. Et je suis dans un cabinet maintenant paramédical. Je partage avec un infirmier et une podologue. Alors, vous n'êtes pas très loin de la tour Tatanquois, puisque ça fait longtemps qu'on le disait. Nabil Tatanquois est avec nous. What's up, Nabil ? Oui. Sup everybody, nouvelle journée, nouvelle ambiance, nouveau décor et une nouvelle petite story matinale. Voilà, à la radio, vous êtes formateur, conférencier, spécialiste de l'ancrage des habitudes, Nabil, et spécialiste de la procrastination. Et ça tombe bien, puisqu'on va en parler ce matin. Et vous publiez « T'attends quoi ? Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard ». C'est votre premier roman, fiction, de vie, biographie. Tout est vrai. Ouais, tout est vrai. Tout est vrai, c'est pas de la fiction. Quasiment. Bon, Karima, ça fait un moment qu'on voulait faire une émission sur la procrastination parce que finalement, on n'a jamais fait la bonne émission sur la procrastination et tout ce qu'on entend sur la procrastination, c'est un petit peu ce qu'on appelle psychologie magazine. Exactement. Parce qu'il y a plein de choses qui se jouent derrière la procrastination. Alors, on va parler de la procrastination et on va aller jusqu'à la procrastination. Vous êtes passé à l'action encore plus que d'habitude, Nabil, puisqu'il y a quelques jours, vous avez fait Paris-Londres à vélo. Exactement, sur un challenge. C'était dans un coin de ma tête, on m'a challengé. Je dis bon, why not ? T'attends quoi ? Il y a l'ampoule T'attends quoi qui s'est allumée. Ouais. Fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Et puis on a appliqué les messages qu'on transmet. Donc Paris-Londres en vélo, c'était une bonne expérience. Super bonne expérience. Et puis, alors vous n'avez même pas transpiré. Alors là, je ne sais pas comment vous avez fait. Est-ce que vous avez un secret ? Non, j'ai utilisé quelques techniques qu'on m'a partagées, mais sinon c'était cool. Ouais. Cool. Quoi comme technique, par exemple ? Très enrichissant. Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hydratation, parce que je connaissais pas, j'avais jamais fait plus de 20 km en vélo. Là, passer de 20 à 400, c'était un peu, c'était un peu complexe, mais finalement c'était cool. Bien. Cool. On parlait de la Pierre Dalin tout à l'heure avant de démarrer cette émission, sans vouloir trahir des secrets. Nabil, comment est-ce qu'on laisse une bonne odeur dans le monde ? C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on laisse une bonne odeur ? C'est ce que je vais pas dire je m'engage à faire tous les jours, mais en tous les cas c'est ce pourquoi j'œuvre chaque jour. Laisser ma bonne odeur, en l'occurrence par mes actions, par des paroles, par un tas de choses. Mais pour moi, lorsqu'on partira, parce que tout le monde est voué à partir, toute chose a une fin. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi ? Comment est-ce que tu auras laissé ta bonne odeur ? À travers une parole, une action, comme ça en fait, en œuvrant pour le bien. La vraie question à se poser, c'est comment est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi ? Et puis après, mets en place des actions qui vont dans ce sens-là. C'est beau, hein ? Ouais. Je vous avais lancé, je ne savais pas où vous alliez m'emmener, donc vous voyez. Ouais, quoi, de toute façon, on arrive toujours quelque part. On commence par un petit peu d'étymologie. Procrastination, ça veut dire quoi ? Remettre à plus tard. La procrastination, la définition exacte de la procrastination, c'est de remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire à l'instant T. Cela dit, il y a plusieurs définitions de la procrastination, parce que c'est un mot qui est très à la mode depuis quelques temps. Enfin, ça a le vent en poupe. Même pour tout vous dire, 2018, 2019 et 2020, si ma mémoire est bonne, c'est été le mot le plus tapé sur Google. Ouais. C'est vous dire à quel point... C'est la définition du mot procrastination qui a été le plus googlisé. Ouais. Alors qu'en réalité, ça existe depuis la nuit des temps. Simplement, même dans les Saintes Écritures, ça a été appelé de manière différente. Mais on parle du fait... D'ailleurs, je l'ai lu ce matin. Enfin,
c'est différent, mais ne dis jamais d'une chose que tu la feras certainement demain sans y ajouter si Dieu le veut. Ouais. C'est une manière de procrastiner, et puis ça fait un lien au très haut. Mais ma définition de la procrastination, de toute façon je pense qu'on va y venir plus tard dans l'émission. Pour moi, lorsque tu procrastines, tu fais que mettre du délai entre toi et tes rêves. Je développe, je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que là, il y a des trucs que je diffère, Nabil, j'en rêve pas, je vais vous dire. Je vais vous développer, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on procrastine, enfin, en l'occurrence, il y a plein de choses que l'on ne fait pas, mais qui en réalité, c'est pas de la procrastination, en fait. C'est juste que j'ai pas envie, ou ça me plaît pas, ou il y a un tas de... T'as rangé le... Ouais, non, je l'ai pas fait. Mais on peut pas parler de procrastination. Moi, quand je parle de procrastination, en l'occurrence, c'est lorsque tu as envie de faire quelque chose du plus profond de toi-même, c'est important pour toi, ça te tient à cœur, mais tu comprends pas pourquoi et tu n'y arrives pas. Oui, parce que... Je vais donner un exemple concret. Voilà, il y a 1 milliard de gens enfin quand je dis 1 milliard, on se comprend, il y a un tas de personnes qui ont l'idée de lancer un projet, par exemple. Ça leur tient à cœur, un jour je ferai ça, un jour je me lancerai à mon compte, un jour X, Y, Z. Et ils comprennent pas pourquoi ils y arrivent pas. Et quand tu discutes avec eux, ils te disent mais ça fait longtemps que déjà j'ai cette idée-là, mais je me t'ai même renseigné, mais pourquoi tu le fais pas? En fait, là on peut parler de procrastination, mais celui de j'ai pas plié mon linge, j'ai laissé, ça c'est simplement parce que la tâche est voilà, oui, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre au niveau émotionnel, de l'ordre du dégoût, du déplaisir, qui fait que j'ai pas envie de le faire et donc je repousse à plus tard. Faire remplir ses papiers, l'URSSAF, faire ses déclarations, faire ces trucs. Et c'est des tâches en fait qui sont rébarbatives. Pourquoi vous différez votre URSSAF, Karim? Moi, pourquoi je diffère mon URSSAF? Parce qu'il faut payer déjà. C'est le fruit de ton travail que tu vas donner. Bon, tu vas partager, bien sûr, mais que des fois, il y a des choses qui sont basées sur des injustices, donc du coup, tu repousses. Voilà, ça, c'est pour moi personnel. C'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une raison qui nous est écologique au fait de procrastiner. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est comme une mauvaise habitude. Vous voyez un peu le mécanisme des habitudes. Les mauvaises habitudes, quand bien même on en a conscience, on sait qu'elle est mauvaise, les mauvaises habitudes ne sont là que pour soulager nos frustrations. C'est-à-dire que intrinsèquement, cette chose-là, on va prendre une bad habitude qui est celle de fumer la clope. Quelqu'un qui fume, il sait que c'est mauvais, mais intérieurement, cette habitude-là, elle est bonne pour lui. Elle vient soulager une frustration, un stress ou X. Oui, ou simplement, tu parlais d'écologie. L'écologie, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait, pour moi et pour mon système, et qui vient respecter mes valeurs et mon système de croyances. On l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, nos valeurs et nos croyances, c'est-à-dire nos convictions personnelles, c'est notre colonne vertébrale psychologique. Et donc, même si mon comportement, il est toxique, il est délétère, je ne l'accepte pas, je le refuse, je le repousse, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Pourquoi? Parce que ça vient répondre à un besoin fondamental et parce qu'au niveau de la procrastination, la motivation à être procrastineur, elle est la plupart du temps inconsciente. Ça veut dire que j'ai un résultat, j'ai un comportement qui est visible, qui ne me plaît pas, qui me frustre, qui me met dans des états pas possibles, dans un dégoût, dans du déplaisir, dans une culpabilité, mais je ne peux pas m'empêcher, j'arrive pas à l'éradiquer, j'arrive pas à enlever ce comportement. Pourquoi? Parce que l'origine, la source de ce comportement est un processus de pensée et un processus émotionnel inconscient. Et donc, il faut aller, comme l'a dit Nabil, intrinsèquement, il faut aller creuser pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a dans les procrastinations, il y a aussi des tempéraments. Il y a des gens, ils naissent comme ça, avec cette espèce de paresse de faire les choses, paresse de vivre parfois. Pourquoi? Parce que souvent, ça vient troubler en fait une harmonie qu'apparente en fait finalement. Mais donc le fait d'agir ou de faire quelque chose qui va peut-être générer une frustration chez quelqu'un, qui va peut-être apporter du changement, risque de troubler la paix installée et l'harmonie. Voilà, donc il y a ces deux sortes là de procrastination. Tu es d'accord avec moi, Nabil? Pour ajouter un peu à ce que tu viens de dire, en fait, il y a deux manières générales de procrastiner. Il y a 2 cas de figure sur lesquels tu procrastines. Je vais prendre mon cas de figure qui a été le mien pendant des années et qui est encore le cas. En fait, tu as des gens qui procrastinent, et je suis sûr que parmi les auditeurs, là, il y en a qui vont se retrouver dans ça, qui font toujours les choses à la dernière minute. Et aussi loin que ça remonte dans leur mémoire, ils ont toujours fait leur devoir à la dernière minute, ils ont rendu les papiers à la dernière minute, il reçoit une amende à payer il y a 15 jours, et il va attendre le dernier jour, voire le lendemain pour la... Pourquoi? Parce que ça les met dans un état de stress qui est bon pour eux. Oui. Ils ont besoin... Moi, c'est mon cas de figure. Tu me donnes un truc à faire dans un mois, tu peux être sûr que je ne vais pas le commencer maintenant.
Une semaine avant, je vais dire je suis large. 3 jours avant, je suis plus que large. 2 jours avant, c'est bon, je le ferai demain. Le jour même, je vais dire vas-y, je vais le traiter ce soir, je vais pas dormir. Et même le soir même, je vais dire attends, je vais me réveiller à 3h du mat et je vais l'attaquer. Parce que je suis bon dans ce... J'ai besoin de cet état-là. Ça, t'as des gens comme ça qui procrastinent, mais qui font les choses à la dernière minute. C'est-à-dire, il y en a plein pour qui c'est je vais pas dire un modèle économique, mais c'est un process. En fait, c'est un process. Ils sont bons à la dernière minute. T'as 2 cas de figure. T'as des personnes quand ils sont... Oui, mais alors là, j'ai envie de vous dire que on ne sait pas ce qui peut se passer à la dernière minute. Bien sûr, je vais développer justement là-dessus. Ouais, parce que, il y a des personnes qui ont besoin de planifier, qui ont besoin... C'est horrible, en fait, il y a une case qui est ouverte dans la... D'ailleurs, il y a même une expérience qui avait été faite par comment elle s'appelle, la psychologue russe, je vais revenir dessus le temps que son nom me revienne, sur justement les cases ouvertes. Ça, c'est les gens qui ont besoin de planifier. En fait, les gens qui ont besoin de planifier, lorsqu'ils n'ont pas effectué la tâche, c'est comme si la tâche, elle était ouverte. Et tant qu'elle est ouverte, en fait, elle génère du stress. Exactement. Ça génère du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça, c'est le premier type de procrastinateur, ceux qui font tout à la dernière minute. D'accord ? Ceux-là, j'ai envie de dire, c'est cool. Quand je dis c'est cool, il y en a pour qui c'est problématique, pour qui réellement ça fait des vrais problèmes intérieurement, pour qui ça leur flingue la vie en fait, tout simplement. C'est lorsque parce que quand il y a une tâche, par exemple ton patron, il y a quelque chose à faire, tu peux le faire à la dernière minute. Tu vas être dans le rush, mais tu vas le faire. Mais là où ça devient problématique, c'est quand c'est des choses que tu dois faire qui concernent ta vie perso. Je vous ai donné par exemple tout à l'heure le cas de figure de lancer une boîte, d'améliorer son état de santé, de perdre du poids, de reprendre... Là, il n'y a pas de deadline en fait. Concrètement parlant, si j'ai envie de perdre du poids, je peux commencer demain, je peux commencer dans un mois, je peux commencer... Ah non, lundi. Non mais vous voyez ce que je veux dire. C'est mieux lundi. C'est là où c'est problématique. Moi, d'une manière générale, en fait, même quand on veut en créer une habitude, c'est toujours mieux de commencer un premier jour de semaine, un premier jour de mois. Techniquement parlant, c'est plus simple. Mais pour reprendre le fil de la discussion, là où ça devient problématique, c'est quand quand les tâches sur lesquelles tu procrastines, elles concernent ta vie. Parce que là, il n'y a pas de deadline. Et du coup, tu n'as pas cette alarme qui vient... T'as pas cette alarme qui vient te dire vite, vite, vite. Et là, en fait, c'est un puits sans fond. Demain, je commencerai demain. Et c'est là, en fait, où ça génère de l'angoisse. C'est là où ça génère du stress. C'est là où ça génère du mal-être. Parce que là, on parle de la procrastination, c'est cool, mais il y a des gens pour qui ça leur flingue leur vie, en fait. Il y a des gens, c'est une vraie cause de mal-être. Ils ont l'impression de rater leur vie. Ils ont l'impression de passer à côté de leur vie. D'autant plus quand ils voient des gens faire ce que eux n'arrivent pas à faire ou ce que eux n'osent pas faire. C'est frustrant en fait. Ou qui ont l'idée de le faire et qui voient que c'est pas possible et qui en fait c'est très important. Ça remet en cause leur propre personne. Exactement, et c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on veut traiter, dont on parlait au début de l'émission, de traiter la procrastination d'une manière qui soit globale et en même temps intégrative. Ça veut dire quoi intégrative ? Dans le sens où on voit l'impact sur la vie professionnelle et la vie aussi personnelle et qu'elle vient mobiliser et convoquer aussi différents états et notamment ma valeur personnelle. La plupart des gens de ce que tu viens de décrire, Nabil, de ces personnes pour qui elles n'ont pas de deadline dans leur vie personnelle et qui n'y arrivent pas et qui rament et qui transpirent et qui ont l'impression qu'en fait elles ne méritent pas de réussir, elles ne méritent pas d'avoir de l'amour, ne méritent pas d'avoir quelqu'un dans sa vie, ne méritent pas ceci, ne méritent pas cela. C'est une étude qui a été faite, ça vient profondément toucher l'estime de soi. La procrastination est reliée à l'estime de soi. On n'a pas tout dit sur la procrastination, même si aujourd'hui c'est un sujet qui est très à la mode, très étudié, très développé. En tout cas, on a décidé d'en parler avec Karima ce matin, avec Nabil Tatankoua. Nabil, vous êtes expert en ancrage des habitudes et spécialiste de la procrastination. C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle Tatankoua. Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. On le trouve où, Nabil ? Sur Amazon. Voilà. Sur Amazon. Tiré de votre expérience, de tout ce que vous avez entendu sur la banquette arrière de votre taxi. Alors il y a l'inverse de la procrastination. Qui est la procrastination. Non, c'est la la précrastination. Ah bon ? Ouais. Alors j'ai regardé. Alors ça existe la c'est le fait de quoi ? D'anticiper les choses, C'est en fait de faire toutes les choses qui sont pas importantes au moment où elles devraient pas être faites. En premier en fait. Mais ça c'est marrant ça, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble d'ailleurs qui est lié à la procrastination. Il y a une expérience qui avait été faite par Diantis qui est psychologue avec son mari, qui fait des expériences. Et ils avaient pris des personnes qui notamment dans ce panel, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on a un plateau qui est assez mixte, et on s'est rendu compte que dans cette expérience-là, où il y avait une majorité de gens féminines, de personnes qui se disaient être perfectionnistes.
parce qu'on en a beaucoup, notamment, là je parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, qui dans l'entrepreneuriat, au niveau de la jante féminine, enfin quand je dis au niveau de la jante féminine, c'est juste qu'il y en a un peu plus, mais il y en a pratiquement autant chez les hommes, qui se dit être perfectionniste. Donc à chaque fois qu'ils ont un projet, qu'ils doivent lancer, non mais attends, je refais les slides, attends, je refais le code couleur, attends, je vais changer le design de ça. En fait, c'est des perfectionnistes dans l'âme. Quand tu discutes avec eux, ils te disent oui, je suis une perfectionniste. Et donc Diantis, elle a décidé de faire une expérience avec ces personnes qui se disaient être perfectionnistes. Ils les ont fait rentrer dans une salle et on leur a proposé de faire un test sur lequel ils allaient être notés. Alors dit par contre, si vous ne voulez pas, vous pouvez tout aussi bien aller au fond de la salle et il y a des jeux, vous avez le droit de jouer en fait. D'accord. C'est vous qui voyez, vous avez le choix. Soit vous faites le test et vous êtes noté, soit vous allez au fond de la salle et vous jouez. Tous ceux qui se disaient être à l'avance, avant de faire le test perfectionniste, ont pris le jeu. Oui. Donc on leur a dit c'est magnifique, c'est cool, vous avez le droit. Maintenant il y a une deuxième étape dans ce test-là. Tous ceux qui ont pris le jeu, là il y a un deuxième exercice maintenant, vous allez faire le jeu comme vous avez fait au premier, sauf que vous allez être noté maintenant sur le jeu. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez très bien ne rien faire. Vous avez encore une fois, vous avez le choix. Et ils se sont rendus compte que tous ceux qui avaient pris le jeu de prime abord lors du premier exercice, dès lors qu'ils savaient qu'ils allaient être notés sur le jeu, ils préféraient rien faire. Et de cette expérience-là, Diantis, elle s'est rendue compte, en fait, je vais raccourcir un petit peu, mais elle s'est rendue compte que le perfectionniste préfère échouer parce qu'il ne l'a pas fait plutôt que d'échouer parce qu'il n'en est pas capable. Exactement, oui. Ouais, donc finalement, d'une manière générale, en fait, le perfectionniste, tu peux pas lui dire il procrastine, parce qu'en réalité, il ou elle, bien entendu, procrastine pas. Non, bah non, là, je suis en train de refaire mes slides, là, je suis en train de refaire. Il refuse d'être noté, en fait. Exactement. En fait, ou il d'échouer. est tout le temps en train de faire quelque chose. Mais tu peux pas lui dire qu'il a échoué, parce qu'elle peut te dire, ça fait 2 mois que je bosse sur mon, ou ça fait X temps. Et en réalité, la peur qui se cache derrière, c'est. Et la peur d'être jugé, surtout, d'être évalué, à chaque fois. Parce que quelqu'un va porter un jugement sur mon travail et on revient au jugement aussi sur la valeur personnelle. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière le perfectionnisme ? C'est que je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, que ce soit de la tâche ou que ce soit des personnes avec lesquelles je suis. Donc je veux montrer le meilleur de moi-même. Et on a une certaine idée, une certaine représentation de ce que c'est que la perfection. Et il est là le problème. D'une manière générale, là, je vais revenir, c'est le côté... Enfin, je ne veux pas prendre le côté professoral, mais en l'occurrence, c'est une expérience scientifique aussi qui a été faite sur des entrepreneurs. Avec les entrepreneurs, on ne parle pas de procrastination, on parle de temporisation. Ils temporisent. Exactement. Et donc, on a fait une expérience. En fait, on s'est rendu compte, on leur a demandé de travailler et de voir les tâches sur lesquelles ils procrastinaient. Enfin, en l'occurrence, on parle de temporisation. Sauf qu'ils étaient sous électroencéphalogramme. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils temporisaient sur une tâche, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, c'est 90%, mais on peut, donc 9 fois sur 10, 90% du temps, lorsqu'il temporisait sur une tâche, il y avait la zone de la peur qui s'allumait dans le cerveau, d'une manière consciente ou inconsciente. Donc si je devais faire un raccourci, je dis bien un raccourci, parce que ça ne fait pas l'unanimité, mais 9 fois sur 10, lorsqu'une personne procrastine, il y a une peur qui est liée à ça. Consciente ou inconsciente. Je dis bien consciente ou inconsciente parce que lorsque c'est conscient, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui vous dit clairement « Ouais, non, mais clairement, j'ai peur de faire ça, j'ai peur d'être critiqué. » Là, c'est conscient. Mais là où ça devient problématique, c'est quand c'est des peurs inconscientes. Et j'en ai répertorié plusieurs qui sont comme ça, si ça peut servir aux auditeurs ou aux auditrices, de ceux qui reviennent le plus souvent avec les centaines de personnes que j'ai pu former. Il y a tout le temps des peurs qui reviennent de manière on va dire non officielle, mais c'est celles qui reviennent le plus couramment. Et des peurs, pardon, je te coupe. Non, je t'en prie, vas-y. Peut-être la première peur. La première peur, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Celle-là, c'est celle qui, je ne sais pas si on a besoin de la peur de ne pas y arriver. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Exactement. Ça nous arrive tous, même à des âges avancés. Tu veux faire quelque chose, mais tu as peur d'échouer, donc tu préfères ne pas le faire. La deuxième, c'est la peur d'être critiqué. Le regard des autres, entre guillemets. La peur d'être critiqué ou moqué, celle-là, elle revient très souvent. Il y en a une autre aussi, mais celle-là, encore une fois, elle est liée beaucoup plus à la jante féminine. Enfin, elle est plus énumérée par la jante féminine. C'est la peur de réussir. Vous en avez beaucoup qui peuvent vous dire « j'ai peur de réussir ». En réalité, c'est pas la peur de réussir. Parce que la peur de réussir, elle sous-tend une autre peur derrière. Il y en a, Karima, t'en as déjà eu qui te disent j'ai peur de réussir. Mais c'est la même chose que la première. Non, pas du tout. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Non, pas du tout. Je vais développer là-dessus. Ah ouais. La peur de réussir, elle sous-tend derrière, par exemple, la peur des responsabilités. Oui, c'est ça. Mais il y a la peur des responsabilités, si tu me permets, Nabil. La peur des responsabilités et aussi la peur de la personne que je vais devenir.
face à la réussite, est-ce que je reste, et notamment puisque tu parles de la jante féminine, les femmes avec on va dire cette difficulté et ce contrat en fait qu'elle peut avoir, ce contrat de loyauté qu'elle peut avoir aussi avec les femmes de sa lignée et les femmes de sa famille. Si elle est première femme auto-entrepreneur, entrepreneur qui s'engage, et que les modèles familiaux qu'elle a eus de femmes qui sont peut-être dans une réussite de la vie familiale, mais pas dans une réussite sociale. Et donc du coup, ça vient mobiliser ça. Et donc du coup, j'ai peur si je réussis, est-ce que je reste loyale? Est-ce que je reste fidèle aux femmes de ma lignée, aux femmes qui m'ont précédé. Il y a une peur qui ressemble à ça, qui encore une fois, notamment dans la communauté musulmane, de ce que moi j'ai pu voir, qui touche à peu près ça, mais qui n'est pas cette peur-là, c'est la peur de décevoir. Et je vais vous dire pourquoi la peur de décevoir, pourquoi liée aux femmes. On en a beaucoup de ce que j'ai pu voir, en l'occurrence, ceux qui font les plus longues études, en l'occurrence, entre les hommes et les femmes, c'est plutôt la jante féminine. Et très souvent, tu peux avoir une fille qui se lance dans un cursus scolaire, des cursus longs, hein, je parle, ça peut être le droit ou ça peut être la médecine. Donc elle décide, par exemple, c'est un exemple, hein, elle décide de faire du droit, par exemple, et au bout de 3 ans, elle se rend compte que c'est pas du tout fait pour elle. Oui. Ça peut arriver au bout de 3 ans, tu te rends compte mais il te reste encore 4 ans. Et là, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Et je développe. C'est problématique parce que cette fille-là, en prenant ce parcours-là, entre guillemets, c'est devenu la fierté de la famille. Ah, Benti, elle a fait les études. Masha'Allah, Benti, t'es à l'avocat. Enfin bref, que ce soit pour du droit ou de la médecine, ça devient la fierté des parents. Et au bout de 3 ans, elle se rend compte, parce qu'elle a le nez dedans, que c'est pas du tout fait pour elle. Peut-être qu'elle a envie d'être fleuriste, admettons. Oui. Elle a envie d'être fleuriste. Mais c'est très compliqué au bout de 3 ans de faire un pivot et d'aller faire des bouquets floraux. C'est du stéréotype, hein, mais c'est vraiment... Moi, je l'ai eu, en fait, avec une fille qui faisait des études de médecine. Et là où ça pique, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire qu'elle s'auto-sabote. Elle s'auto-sabote en mode oui, non mais là je fais plus mes devoirs, je vais refaire mon année, et elle sait même pas que inconsciemment, elle sait qu'elle va plus faire, et tu discutes avec elle te dit même si je termine mes études, je ne ferai pas j'ai pas envie. Mais la peur de décevoir. La peur de décevoir ses parents, parce qu'elle voit la lueur dans les yeux de son papa ou de sa maman. Et elle peut pas gérer le conflit de loyauté qu'elle génère. C'est un espèce de conflit interne entre je vais blesser mes parents. C'est là où je parle de la peur de décevoir. Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'estime de soi, Karima. Oui. Donc, quel lien vous faites, entre ceux qui procrastinent et l'estime d'eux-mêmes? Alors, les personnes qui procrastinent ont généralement une très faible estime d'eux-mêmes et donc un besoin de la restaurer. Un besoin de vraiment déjà d'aller la questionner, de voir quand on leur pose la question, et pour les personnes que j'ai pu accompagner en thérapie, sur la problématique, la demande explicite, c'était je veux faire ceci, mais j'y arrive pas. Ok, comment vous vous y prenez, madame? Donc généralement c'est des femmes. Comment vous vous y prenez, madame? Et comment vous avez qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles sont les tentatives de solutions que vous avez mis en place pour pouvoir sortir justement de cette difficulté et de cette prison, hein? Certaines personnes me parlent de prison parce que c'est au niveau mental. Je suis emprisonnée parce que je suis saturée de rumination et de pensées négatives par rapport à ce n'est pas possible pour moi, mais même si les autres y arrivent, moi je n'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable, donc sentiment d'incompétence, je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu que de toute façon, ma pauvre fille, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein, ma pauvre fille, de toute façon, toi tu n'y arriveras jamais, toi on te voit bien dans quelques années, tu seras ceci ou tu seras cela. Donc c'est-à-dire qu'il y a ces espèces de prophéties autoréalisatrices qui étaient dites au moment de l'enfance, mais qui sont en plus après révélées, vérifiées et rendues vraies par la personne à travers ses expériences de vie. Parce qu'elle s'est retrouvée face à un mur, et donc elle se dit c'est pas possible pour moi, je n'y arriverai pas, je ne le mérite pas, c'est pas possible pour moi, je ne suis pas assez valable pour pouvoir faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle freine et elle n'y va pas, et c'est l'inertie totale. Et généralement, c'est en lien avec le tempérament, hein, le tempérament de ces personnes, en fait, qui, pour elles, c'est l'inertie. Donc, tant que ça ne bouge pas, on bloque tout, ça ne bouge pas, et d'une puissance incroyable. Parce qu'en plus de ça, elle ne sait pas, cette personne, réellement ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut plus continuer à procrastiner. Elle ne veut plus... elle veut arrêter de s'auto-saboter, de se mettre des freins, des blocages.
mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc généralement, quand je pose la question, mais qu'est-ce que tu voudrais à la place ? Tu voudrais quoi ? Imagine-toi, essaie de te visualiser, de te projeter, et de toi, quand tu as réussi, ça y est, tu as passé toutes ces heures et ces heures de travail sur soi et avec toi-même pour essayer de te comprendre. Et là maintenant, qui es-tu devenu ? Et là, c'est la plupart du temps, c'est je peux pas croire à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux pas croire à ça. C'est-à-dire, c'est tellement beau que peut-être je ne le mérite pas. Voilà en quoi c'est profondément relié à l'estime de soi, Philippe. Nabil, sur l'estime de soi. Il y a plusieurs... déjà, je valide les propos de Karima. Et, l'estime de soi, en fait, il y a plusieurs composants dans l'estime de soi. Dans l'estime de soi, on peut parler de la confiance en soi. On peut parler de l'image de soi. Il y a plusieurs... tout dépend où ça... là où ça pique, entre guillemets. Mais est-ce que ça voudrait dire que ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, eh bien, seraient moins enclins à la procrastination en fait, que les autres ? C'est pas... pour moi, je dirais que de ce que j'ai pu voir, souvent le manque de confiance, je dis bien le manque de confiance, parce que des fois c'est verbalisé, on peut te dire ouais, je manque de confiance en moi, il y en a qui te le diront pas. Le manque de confiance, on peut le transposer au manque de compétences. Et je m'explique, ce qui n'est pas vrai, hein, mais quand je dis manque de compétences, pour moi la confiance en soi, la confiance c'est un point bonus qui vient... Vous vous souvenez à l'école, à l'époque, quand on faisait des bons... T'avais le bon point là, le bon point ou une bonne image. La bonne image parce que tu t'es bien comporté. L'action, c'est le point bonus qui vient récompenser en fait la confiance. En fait, à chaque action, tu as un point bonus qui vient augmenter ta confiance. Pas d'action, pas de point bonus, la confiance, elle s'alimente pas. Voilà, ça tombe bien, l'été c'est parfait pour procrastiner. Exactement. Hein, on reste dans son lit, en tout cas. Alors, on parle de la procrastination ce matin avec Karima Chedibaou et Nabil T'attends quoi ? Je rappelle, Nabil, que vous publiez votre premier livre qui s'appelle T'attends quoi ? Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard sur Amazon. Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, il n'y a pas de truc pour lutter contre ce que je disais là sur la confiance en soi, comme ça je ne perds pas les auditeurs. La confiance, en fait, l'action va venir augmenter la confiance en soi. Pas d'action, pas de... C'est que tout à l'heure j'ai pris l'image du point bonus et du bon point. Tu fais une action, et ben ta confiance, même si c'est minime, hein, mais parce qu'il y a deux types de confiance en soi en fait. Il y a la confiance d'une manière générale et il y a la confiance situationnelle. La confiance situationnelle, c'est lié à quelque chose que tu as fait, que tu as répété, que ok, tu es très confiant sur ça. Si je devais prendre mon cas de figure, j'ai fait des milliers de vidéos que j'ai filmées face cam, et ben plus tu fais de la vidéo, plus tu vas améliorer cette compétence, plus tu vas être confiant avec le fait de faire des vidéos. Ça, c'est de la confiance liée à une compétence. Tu as des gens qui sont très confiants pour faire X, Y parce qu'ils l'ont fait des milliers de fois. Tu les sors un petit peu de ces sphères-là, tu les mets dans autre chose, et il y a plus, ça se dégringole. Tu vois, et il y a la confiance, ça c'est la confiance situationnelle. Et la confiance générale, c'est d'une manière générale. Tu as des gens qui sont plutôt confiants dans la vie et tu en as qui sont un peu, tu vois, tête baissée, les épaules, petite voix. Donc l'action va toujours augmenter ta confiance en toi, tu vas développer cette assurance-là. Mais tant que tu es dans ta tête, tu n'es pas sur le terrain. Exactement. Donc il faut toujours... en gros, il y a une action, il y a une feedback et ça te permet d'améliorer. Là, il y a déjà un outil. On parlait de comment faire justement pour sortir de là. C'est déjà... Alors moi, vous me connaissez, Philippe, hein, c'est la technique des petits pas. Les plus petits pas et le plus grand bénéfice, on obtient des plus grands bénéfices. C'est vraiment faire des petites choses. Et exactement, la méthode Kaizen. Donc vraiment d'y aller... petit pas, le plus petit changement qui va m'apporter déjà, si j'arrête déjà de ruminer et de répéter que je suis pas capable, que je suis une... Alors, je me souviens d'une patiente, Philippe. Là, je veux dire patiente, parce que d'habitude, j'appelle mes consultants clients, mais là, c'est une patiente parce que vraiment, elle était dans la passivité, en fait, d'attendre que sortir de la procrastination la fera sortir. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir et qui va l'extirper, la sortir du bourbier dans lequel elle se trouve. Et elle me disait, je lui disais, mais quelle est la pensée qui revient tout le temps ? C'est quoi cette pensée ? Elle me dit, c'est en boucle, qu'on va se rendre compte que je suis nulle. Et je lui dis, mais qui les autres ? Elle me dit, j'ai toujours entendu mes parents me dire que franchement, j'étais une bonne à rien. Et je veux pas m'engager. Donc la demande, c'était, je veux sortir de cette procrastination, notamment en sortant et en rencontrant. Moi, je lui dis, mais si vous sortez pas, le mec, il va pas arriver à ta porte et frapper. Il va tomber. Ouais, exactement. Il va tomber du ciel. Le ciel va s'ouvrir et il descend et dit, je suis venu pour toi.
Voilà, moi je suis venue pour toi et te sauver. Et pour te sauver de je sais pas quoi et de dire le sortir. Elle me dit oui mais moi si je sors, les gens vont voir que je suis une arnaque. Et c'était la phrase qu'elle répétait. C'est marrant ça. Tout le temps, je suis une arnaque. Donc les autres vont voir. Donc c'est-à-dire que je suis peut-être capable de le syndrome de l'imposteur, hein, que les gens vont se rendre compte en me regardant, ou peut-être pas en me regardant, mais juste en échangeant avec moi, en discutant avec moi, je suis pas intéressante. Je suis vraiment en arabe, on a une expression qui dit sur la marchandise en fait. On a été trompé sur la marchandise dans ce sens-là. Et donc c'est pas facile, hein. C'est quelque chose qui est enraciné dans le cerveau, dans la tête et dans le cœur, et qu'il va falloir en fait aider la personne à débroussailler tout ça. Ouais, ça, tu sais, ça où j'ai pu le voir moi avec les milliers de personnes que j'ai pu interviewer là dans le taxi justement avant de faire le livre, il y a un cas de figure où ça saute tout le temps. Où même les gens, s'ils étaient dans les abysses de leur procrastination, et ben à un moment donné, ça saute, c'est lorsqu'ils sont confrontés à la maladie. Oui. Et lorsqu'il y a une deadline. Parce que là, il n'y a plus de je le ferai plus tard en fait. Parce que demain, c'est une option, c'est pas une certitude. Et dès lors que tu arrives à capter que demain, c'est une option, c'est pas une certitude, là, on est en train de parler, mais demain, c'est même pas sûr qu'on soit là. Oui. En vérité, on fait les d'où la deadline. Ouais. Mais c'est clairement ça. Et moi, si tu savais le nombre de personnes qui ont pu me dire dans mon taxi, vous savez, jeune homme, toute ma vie, j'ai travaillé en mettant de l'argent de côté pour justement cette maison-là. Et malheureusement, maintenant, vous voyez bien. Vous savez, jeune homme, toute ma vie, j'ai rêvé d'aller là-bas. Et maintenant, vous savez, jeune homme. Et là où ça devient, et ça sur plus de 10 ans, tu vois, des milliers de personnes que j'ai répertoriées, il y a le plus flippant, c'est que quelles que soient les conneries qu'ils aient pu faire ces personnes-là, même quand c'est des conneries, hein, ils te diront, tu sais quoi, ça m'a coûté un mariage, mais j'ai compris que. J'ai perdu quand même un paquet d'oseille, mais je peux te dire que ça valait quand même le coup parce que j'ai compris que. Alors, quels sont, Nabil, les levées d'action qu'on a justement ? Alors, déjà, la première des choses que je voudrais dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Ouais, j'ai une recette miracle, tu procrastines plus », fuis, en fait. Fuis direct. C'est, parce que là, la problématique, et je le vois très souvent, regardez, par exemple, quand je forme là, sur la formation procrastination, on passe 10 heures. Et au bout de 10 heures, c'est simplement, je vais pas dire c'est une mise en bouche, mais c'est déjà savoir pourquoi tu procrastines. Parce qu'il y a, si tu mets 100 personnes dans une salle, il va y avoir 100 personnes et 100 raisons différentes. Et là où c'est problématique, et d'ailleurs ça me rend fou, c'est que les gens veulent régler des problématiques de procrastination avec des hacks de productivité. Genre, avec une matrice d'Eisenhower, tu fais ça, tu fais ci, avec des hacks de productivité. Mais jamais de la vie, tu règles la procrastination avec un hack de productivité. C'est comme si tu allais voir un médecin. Et on va partir du postulat où la procrastination c'est une maladie. Tu vas voir un médecin et tu dis c'est simple, tu veux prendre la mox et ça va. Mais c'est jamais ça en fait. Mais sur quoi alors on peut agir ? Mais justement, déjà la première des choses à faire c'est voir pourquoi parce que d'une manière générale en fait la connaissance elle est à disposition aujourd'hui. La connaissance elle est à dispo. Faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui fait, quelle est la raison écologique qui fait que tu restes dans cette position là qui t'est inconfortable ? Parce qu'il y a toujours une raison qui t'est écologique. Comment tu expliques que des solutions potentielles, quelle que soit la problématique que elles puissent exister, mais que toi, tu les prends pas. Tu vois ? Parce qu'il y a toujours une raison qui était écologique. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si je devais reprendre le cas de figure du médecin, c'est comme si tu ramenais 10 personnes qui procrastinent pour 10 raisons différentes. Tu peux pas donner une méthode comme ça qui va marcher pour elle et qui va pas marcher pour l'autre. Et merci Nabil de dire ça. Je t'interromps juste un petit instant pour te dire, parce que souvent, la plupart du temps, et pour l'avoir rencontré plusieurs fois au sein de mon cabinet, c'est que des personnes, quand on vient enlever, tu as parlé d'écologie, c'est-à-dire d'équilibre intérieur entre ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se passe à l'extérieur de moi, ce que je veux, ce que je ressens et ce qui se passe dans mon corps et comment j'agis. Si on vient et on dit à la personne, tiens, tu vas faire une matrice d'Eisenhower, ou tu vas faire, tiens, les données cartésiennes, des questions des données cartésiennes, où tu vas poser 4 questions, je vais pouvoir les donner tout à l'heure, mais tu donnes ces questions-là, et que la personne, elle arrête de procrastiner, mais que ce n'est pas écologique pour elle, qu'est-ce qui se passe ? On l'envoie en HP, Philippe. HP, hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce que la personne peut décompenser. C'est-à-dire qu'elle a mis en place ce mécanisme de procrastination pour se protéger de quelque chose. Et si nous, on vient parce qu'on veut jouer aux apprentis sorciers ou parce qu'on se dit, tiens, j'ai appris des techniques de développement personnel et je vais venir et je vais enlever cette brique-là, j'enlève la brique qui tient tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'édifice qui s'écroule. Et attention à ça. Tu me permets juste de petits trucs, parce qu'on m'a fait un signe dans la région, on a abordé 2 fois le thème de la matrice d'Eisenhower.
d'Eisenhower, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Oui, La matrice oui. d'Eisenhower, comme son nom l'indique, elle a été faite par Eisenhower. C'est un système simple avec 4 carrés. Vous prenez un tableau, vous le divisez en 4 carrés. Et dans ces 4 carrés, tu as urgent, important, important, pas urgent, pas important, pas urgent, et bref, et avec les 4 cases. Et en fonction des tâches que tu as à faire, tu la places dans une de ces 4 cases. Urgent, important, c'est à faire. Pas important, pas urgent, c'est à dispatcher. Important, mais pas urgent, c'est à planifier. Et l'autre, c'est à déléguer. En grosso modo, c'est ce qui te permet de savoir lorsque tu as une tâche à faire. La gestion de priorité. Ouais, c'est de la gestion de priorité. Donc voilà pourquoi je parlais de... Et celui qui précrastine, eh bien, il fait ce qui est ni urgent et ni important en premier. Oui, voilà. oui. Mais peut-être parce que celui qui précrastine. Mais bien sûr, Philippe, personnellement, moi, il y a certaines choses, je vais donner moi des petites astuces, parce que moi, j'étais, je le suis encore, sur certaines tâches, procrastineuse. Parce que voilà, on peut l'appeler comme ça aussi. Comme et parce que c'était, pour moi, la notion de déplaisir. Moi, avoir du plaisir quand je fais quelque chose, c'est une valeur qui est fondamentale pour moi. Le plaisir, avoir du plaisir. Et quand j'ai du plaisir, même quand je suis au bord du précipice et que je suis à la deadline, à la dernière limite, c'est là où je mobilise toutes mes compétences. Il y a tout qui arrive à ce moment-là, la flexibilité, la souplesse, la compréhension de la situation, l'énergie nécessaire. Il peut être 2h, 3h du matin. Je sais que là, je joue plus à cache-cache avec moi-même, donc j'y vais. Il y a quelque chose aussi qui est important pour que les auditeurs puissent pouvoir l'utiliser. J'ai parlé des données cartésiennes. Les données cartésiennes, vous faites un tableau avec 4 cases encore, et vous allez poser la question de si je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Et donc dans la case opposée, vous allez écrire si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe ? Dans la case au-dessus, à côté de si je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez mettre si je ne le fais pas, qu'est-ce qui ne se passerait pas ? Et en face de si je ne le fais pas, qu'est-ce qui ne se passerait pas ? Il y a si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passerait ? Et donc du coup, vous allez pouvoir voir, vous allez mettre en lumière, pas que l'impact, Philippe, mettre en lumière aussi les peurs irrationnelles et les peurs inconscientes qu'il y a derrière. Tout à l'heure, Nabil en a parlé, de différentes peurs, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de qui je vais devenir, toutes ces peurs-là qui souvent sont irrationnelles. Donc, première étape, je fais l'état des lieux. Comment je procrastine ? Je suis quelle sorte de procrastineur ? Est-ce c'est plutôt juste dans les tâches rébarbatives, les papiers, les machins ? Maintenant, on parle de phobie administrative. Alors, moi, je peux réaliser que j'en avais une. Donc, mais je veux pas la soigner, celle-là. Ça me va de rester avec. C'est écologique pour moi de rester avec ça. Vous avez je fais un état des lieux. En quoi c'est important aussi pour moi de procrastiner ? Qu'est-ce qui se joue derrière ? Est-ce que c'est quelque chose d'ordre émotionnel ? C'est parce que j'ai pas l'habitude avec ça et je sais pas mobiliser en fait ce stress, ce bon stress. Je sais pas. Déjà, je sais pas à quel moment il me traverse. Donc c'est vraiment une observation de soi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais trouver des outils. Et il y a des outils. Par exemple, Napoleon Hill, dans son livre, je sais plus... voilà, celui-là, bon, moi j'aime pas trop le titre, mais il parle à un moment donné de la procrastination. Comment s'appelle le livre, Nabil ? Réfléchissez, devenez riche. Voilà. Et il parle en fait de commencer par les tâches, de se lever tôt déjà, une bonne hygiène aussi, de dormir, parce que la plupart des procrastinateurs se couchent très tard ou alors vont rester, ils vont narcotiser. Alors, c'est-à-dire qu'ils vont s'enfiler, je sais pas combien d'épisodes de séries sur Netflix ou sur Prime Video ou sur Disney+, ou je ne sais quelle plateforme. D'accord ? Pas tous. Pas tous, mais ou alors narcotiser de différentes manières, soit légumer devant un film, soit fumer, soit boire, soit c'est ça. Hein. Donc il va y avoir cette étape, se dire, ok, qu'est-ce que je fuis à ce moment-là ? D'accord ? Quelle sorte ? C'est quoi j'arrive pas à me mobiliser, à me mettre en proaction. Qu'est-ce qui se passe ? Et la plupart du temps, les gens, quand vous leur posez cette question, ils fuient, ils ont peur de se poser cette question. Et là, vous avez tout le process qui va ensuite découler. Donc, je reprends la référence de Napoleon Hill, il nous dit « Commencez par la tâche la plus désagréable ». Le matin, commencez par ça. J'ai vu les yeux briller, c'est avaler le crapaud. Oui, il y a le bouquin d'avaler le crapaud de Brian Tracy, c'est magnifique. Tu commences toujours la journée par la tâche la plus rébarbative. D'ailleurs, la dernière fois que j'en ai parlé ici, ça m'a coûté une 20aine de livres. Moi, je le vois en tout le monde. Avaler le crapaud. Avaler le crapaud. Dès le matin, vous avalez votre crapaud. C'est magnifique. C'est ça. Et puis après, tout
tout est, C'est- tout. Pour en revenir sur ce que tu disais, il y a deux. Quand tu mets en avant les solutions et que tu mets en avant les. J'ai pu remarquer que celles qui avaient le plus d'impact, c'est lorsque tu les projettes dans le futur, mais bad. C'est-à-dire que plutôt que de poser les avantages qu'ils auraient à ne pas procrastiner, c'est quel est le prix à payer si je ne Oui, fais rien. oui. Parce que le prix de l'immobilisme, il est cher. En fait. Exactement. Tu as deux types de souffrance. Tu as la souffrance de l'action et souffrance de l'inaction. Oui. Mais l'une des deux est éternelle. À toi de choisir. Laquelle tu veux. Exactement. Et il y a, je ne sais pas si tu de- connais ce protocole qu'on utilise, moi que j'enseigne aux maîtres praticiens en programmation neurolinguistique, qui s'appelle le processus Dickens. Le Dickens, je ne sais pas si tu Le connais. modèle Dickens. Le modèle Dickens, et en fait, tu pars du point de vue, là, ça va pas, le bad mood, t'es mauvais, t'es nul. Ok, c'est quoi les conséquences dans ta vie? Et puis tu emmènes la personne jusqu'à la tombe, en fait. Et elle se voit, et qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi? Ouais, ça peut Et être le- de le- l'information, ouais, Et ça va, ah ouais, mais il est très puissant, ça hein, comme pique. protocole. Mais c'est là, en fait. C'est Ah quand ben ça pique, c'est bon. Ben oui. C'est comme la Harrison. Les gens sont là, ils sont engagés, il y a une demande de changement. Donc le changement, on n'a jamais dit que le changement ne se faisait pas dans la douleur. Parfois, se fait dans la douleur. Comme là. Comment Comme là. Comme la quoi La A. Rissa. Ah, comme la harissa, oui, bien sûr. Quand ça pique, c'est bon. Mais tu vois, la harissa, elle pique d'accord, deux j'avais fois. pas, excusez-moi, Ça j'avais pique pas quand la ça référence. rentre et ça Vous n'aviez pas la référence. J'avais pas la ref, oui. référence. Quand Fabricable. ça pique, Karima, D'accord. c'est bon. D'accord, ok. C'est bon. Est-ce que vous avez la Ça référence? y est, maintenant je l'ai. Sinon, il fallait voir Nabil qui vous expliquera. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir Ouais, été merci à Bon, en tout là. cas, on d'avoir espère invité. l'avoir expliqué d'une autre manière et qu'il Oui, on soit. peut en faire une deuxième. Oui, on peut en faire une deuxième, on peut en faire une troisième. C'était un plaisir de vous écouter. Vous C'est réécoutez partagé. l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.